et d'activer mon micro et ma caméra, parce que c'est vrai que on n'a pas l'habitude d'avoir des gens devant nous et puis des gens devant notre ordinateur. Donc c'est évidemment un énorme plaisir d'accueillir toutes et tous ici en présentiel, et puis vous qui nous suivez sur les réseaux. C'est une belle aventure qu'on a vécue avec la Chambre. Et c'est vrai que on vit son épilogue aujourd'hui. Alors ceux qui sont là en présentiel auront la chance de vivre ça en buvant l'apéro. Pour les autres, on vous invite comme d'habitude à boire l'apéro chez vous. J'espère que ça devient de moins en moins une habitude parce que c'est des moments qui ont été difficiles pour certains. Ça faisait beaucoup d'apéros, hein, avec beaucoup de choses à fêter pendant cette phase de confinement. Voilà, je vais passer la parole tout de suite à notre ami Vincent Subilia, directeur de la Chambre, pour son mot de bienvenue, puisque Vincent, on est chez toi. Bienvenue Vincent. Voilà, je t'en prie. The floor is yours. Many thanks. Voilà, bienvenue, merci Christophe. Alors moi aussi, c'est un format particulier que de me retrouver au cœur de ce ring, mais éminemment sympathique, avec les distances sanitaires qui s'imposent et qu'on s'est employé naturellement à respecter pour venir apporter un mot de bienvenue, mais aussi un mot de clôture pour ce cycle de conférences qu'on a eu le plaisir et l'honneur d'organiser en collaboration avec l'OICO. En réalité, je devrais dire que l'OICO a organisé en s'appuyant aussi sur la logistique de la Chambre. Vous dire encore une fois le plaisir qui était le nôtre de pouvoir mettre sur pied cette collaboration, parce que j'ai la conviction intime, et c'est comme ça qu'on opère ici à la Chambre de commerce, que 1 et 1 font souvent 3, et qu'ensemble, surtout, on ira plus loin. Et ça fait partie probablement des enseignements multiples que l'on pourra tirer de cette crise dont je lisais aujourd'hui dans la bouche de Yuval Noah Harari qu'elle était un accélérateur de projets. Et tous ces projets, celui que l'on a mené ici, que l'on vit aujourd'hui dans ce format hybride entre le présentiel, et ça fait du bien de vous retrouver en chair et en os, et puis le digital, eh bien, a été en réalité rendu possible par cette pandémie sans précédent qui a élargi le champ du possible, qui nous a contraints, et ça fait partie probablement des leçons qu'on pourra en tirer, de sortir de notre zone de confort et de miser sur 2 facteurs essentiels que j'ai pu observer parmi nos entrepreneurs. Ils sont nombreux parmi nous. Je tiens à saluer la présence d'un éminent membre de notre conseil économique, Olivier Henge, de partenaires tels Claude Duvillard et d'autres amis ici dans la salle. Eh bien, c'est la résilience de beaucoup, parce que le choc, je suis navré de te tourner le dos, je suis désolé, le choc a été, est, restera et sera peut-être encore plus significatif qu'il ne l'est aujourd'hui, avec de la casse et de la casse sociale à la clé, malheureusement. Et puis, au-delà de la résilience, l'agilité, j'en dis, c'est le corollaire, et c'est ce qu'on a pu observer chez une grande majorité des 2500 entreprises membres de la Chambre, celles qui nous font confiance, et pour certaines depuis 155 ans, puisque c'est l'anniversaire que l'on fête cette année pour la Chambre dans ces circonstances inédites. Et moi, j'ai la conviction que c'est probablement par gros temps, et même en temps de tempête, eh bien qu'une institution comme la nôtre, qui a vocation, qui a vocation à défendre et promouvoir le tissu économique genevois, eh bien, prend sa pleine pertinence, parce que c'est là où on doit se donner un cap et être à la barre. Et ça, on le fait avec et pour vous. Donc, encore une fois, merci de la confiance que vous témoignez à la Chambre de commerce. Mais la Chambre de commerce ne serait rien sans ses partenaires. Et l'OICO en fait partie, au propre et au figuré, parce que figurez-vous qu'ils ont une partie de leurs équipes qui est d'ailleurs temporairement installée chez nous, et on est ravis de vous accueillir dans ce nouvel espace de coworking qu'on a érigé au 4e étage. C'est dire à quel point, eh bien, on est ravis de pouvoir travailler ensemble, de nous appuyer sur ce qu'est votre expertise. J'avais prévu toute une petite intervention que j'avais même couchée sur le papier, que j'ai dû naturellement oublier sur mon bureau. Donc voilà, vous êtes certain que je vous dise tout ce qui me venait à l'esprit, mais en réalité, ça se déclinait en un mot de 5 lettres que j'allais dire 3 fois. C'était merci, je l'ai dit, merci à l'OICO. Merci aux participants à ce cycle de conférences. Il y en a eu, je crois, une petite dizaine, 8 pour être précis, toutes traitant d'une thématique particulière, mais avec un fil conducteur qui était celui précisément de la résilience et de l'agilité que je mentionnais tout à l'heure. Donc, ça a été le dénominateur commun. Christophe, également membre du Conseil économique de la Chambre de commerce, avec 25 autres entrepreneurs de premier plan, vous donnera quelques chiffres. Mais sans vouloir dévoiler ce qu'il en est, je crois pouvoir dire que ça a été un beau succès. Il y a eu un vrai appétit de la part des intervenants, puisque on a eu, je donne un chiffre, plus de 1000 vues des différentes
des différentes conférences. Donc un format aujourd'hui qui est un petit peu hybride. Il y a ceux qui nous regardent, ils sont nombreux, que je salue, qui prendront l'apéro à distance, mais il n'est jamais trop tard pour nous rejoindre pour l'apéro physique qui aura lieu après. Hein. Peut-être que ça va faire. Et merci d'ailleurs de soutenir la consommation viticole genevoise, elle en a besoin. Et puis, je voulais aussi dire un mot de merci, mais ils sont discrets, donc ils ont disparu, puis ils sont très occupés par ailleurs, parce que paradoxalement, on n'a jamais autant bossé que ces temps à la Maison de l'Économie, à nos équipes qui ont rendu l'opération possible. Je vois ici ma collègue et directrice de la communication et d'événements, Alexandra Riss, qui dira le mot de clôture de la manifestation, qui a été aux commandes, je l'en remercie. Je vois Nicolas Grangier, qui s'occupe lui aussi, qui fait la couverture en termes de communication. Et puis j'ai vu Alison qui s'est occupée de faire en sorte que vous soyez bien installés. Il ne fait pas trop chaud, pas trop froid, il y a de l'eau et même du café à proximité. Donc voilà, c'était un triple merci que je voulais faire passer. Et puis vous redire plus exactement, mais vous le savez que la Chambre est ici pour vous, une chambre vie par et pour ses membres. J'imagine que vous êtes tous naturellement membres, et je vois des visages connus et reconnus. Si d'aventure l'un ou l'autre ne l'était pas, et ce n'est pas gravissime, on peut y remédier assez vite d'ailleurs, puisque Nicole, collaboratrice de notre département membre, est ici pour vous. Elle pourra répondre à toutes les questions que vous auriez s'agissant d'une affiliation à cette belle communauté d'entrepreneurs qu'est la Chambre de commerce. J'ai déjà beaucoup trop parlé, je vois qu'il y a des messages qui s'affichent. Sandrine, tu es là? Bonjour Sandrine. Voilà un premier message que je vois à l'écran, donc j'ignore si Sandrine est là. Mais pour le reste, je vais laisser les professionnels. C'est vous? Non, c'est moi. Ah, c'est toi. Je vais laisser les professionnels de l'événementiel gérer le séminaire. Et puis, le dernier merci que je vais dire, et pas des moindres, c'est un merci aux intervenants multiples de cette conférence. C'est vous qui allez pouvoir témoigner de ce que vous faites et nous dire ce que vous ne ferez plus jamais après. Parce que c'est ça l'objectif du jour, c'est de s'améliorer et c'est aussi ce à quoi nous nous employons au quotidien à la Chambre de commerce. Merci à l'ECO, merci à vous et puis à très vite. Je devrais malheureusement vous abandonner pour une autre intervention. Bel après-midi. Merci. Merci, monsieur le directeur général, pour ces bons mots. On est très, très contents, évidemment. Oui, on peut l'applaudir, puisque c'est vrai que le dernier webinaire, si vous applaudissez tout seul dans votre salon, vous allez voir un petit peu. Mais là, vous pouvez évidemment le faire sans aucun problème, mais n'hésitez pas à applaudir des fonds conférenciers. Alors, évidemment, puisqu'on est quand même sur un mode de webinaire, je vais vous annoncer déjà qu'on est en direct sur Facebook également, sur la page Facebook de l'OECO pour un direct de tout ça. Donc, on aura encore plus de vues de tout cet événement. Je vais rappeler quelques bonnes pratiques. Vous pouvez poser vos questions dans l'option Q&A. Vous pouvez également le faire si vous avez un iPhone ici dans la salle. Évidemment, c'est essentiellement pour les personnes qui nous suivent à distance. Ne pas être expert, répondre à vos questions sur la table ronde. Donc, en fait, on va récolter les questions pendant les présentations, puis ensuite, à table ronde, eh bien, on pourra les évoquer. Et puis, nous avons également une synthèse qui sera transmise à tous les participants ensuite, donc suite à ce bel événement. Encore une chose, les participants virtuels peuvent lever la main et puis on leur donnera la parole si on a envie de le faire, parce qu'on peut décider, ça qui est bien quand les gens sont virtuels par rapport à ici c'est plus difficile. On va également vous envoyer là les présentations, vous n'avez pas besoin de prendre trop de notes, et puis on a un format replay, donc c'est-à-dire que tout ça est enregistré, et puis les différents participants ou non participants à cet événement pourront revoir l'événement par la suite. Voilà pour les bonnes pratiques. On va passer maintenant au cœur de l'événement et à son déroulement. Je n'ai encore quelques chiffres sur le cycle, puisque Vincent, tu l'as évoqué, on termine un cycle aujourd'hui et on voulait juste vous donner quelques résultats de cette opération. Ensuite, on aura le cœur de la présentation d'aujourd'hui avec Dominique Perron, qui fait l'honneur d'être là, je l'introduirai après. Et puis, ce qu'on voulait faire, c'était que chacun… Je vais essayer de regarder là et là. Je regarde toujours là. C'est un exercice différent de d'habitude. En l'occurrence, on a des intervenants du cycle de webinaire qui sont revenus. Donc, c'est des gens que vous avez déjà pu voir si vous avez suivi tout ce cycle de webinaire qui sont revenus pour vous dire comment est-ce qu'eux ont vécu cette crise. Ils ont 3 minutes chacun, donc ça va être challenging. Comment eux ont vécu cette crise et puis qu'est-ce qu'ils en retirent. Qu'est-ce que les entreprises ne devront plus jamais faire comme avant. Je sais aussi qu'il y a des journalistes de la RTS qui nous écoutent, qui sont connectés et puis qui cherchent aussi des informations pour savoir comment les entreprises pensent l'après. Donc, n'hésitez pas à leur donner plein de choses croustillantes, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Voilà pour le déroulement de cet événement. On terminera par une table ronde. Elle sera particulière puisque je prendrai les questions. Les intervenants pour répondre, vous devrez venir ici. On a essayé un truc avec un travelling et tout ça, mais ce n'était pas forcément facile à gérer. Donc, on le fait comme ça. Et puis, ça va très, très bien se passer. Voilà pour le déroulement de cet événement. Voilà le cycle de conférences qu'on a pu vivre. Il y a eu 7
événement. Je ne vais pas passer là-dedans. Ce qui était très, très intéressant, c'est qu'on a pu de manière très, très agile s'adapter au fur et à mesure des questions que posaient les entrepreneurs. On a commencé évidemment par les RHT et les APG. On a parlé ensuite d'organisation du travail. Les gens étaient en télétravail, il fallait se réorganiser pour parler de cash et d'endettement. Et ça, évidemment, c'est des sujets qui vont encore nous toucher et toucher malheureusement pas l'entrepreneur ces prochains mois, prochaines années. Donc, vous voyez que les sujets traités ont été très riches et certains intervenants qui les ont traités sont là avec nous ce soir et vous pouvez également encore poser vos questions. En termes de chiffres, vous voyez, on a eu 26 intervenants, 534 inscriptions, ce qui fait que par rapport à des événements présentiels que l'on connaît, évidemment, c'est un score qui est assez impressionnant. On a eu 815 vues sur YouTube, mais c'est sans compter toutes les vues sur Facebook, les vues sur LinkedIn, les vues sur les réseaux des différents intervenants. Donc, vous voyez qu'il y a un effet amplificateur de la digitalisation de ce type d'événement qui, à mon avis, va faire des petits. Et peut-être que la Chambre de commerce, à l'avenir, pensera ces événements aussi un petit peu différemment, en présentiel et sur les réseaux, ce qui est évidemment un type d'événement différent qu'il faut aussi apprendre à appréhender, mesdames et messieurs. Voilà pour l'introduction, voilà pour les chiffres que je voulais vous donner. On va tout de suite passer la parole à Dominique Perron, qui nous fait le plaisir, l'honneur d'être avec nous. Tu vas nous parler d'une étude, Dominique, et on se réjouit de voir un petit peu comment est-ce que la Suisse, comment est-ce que nos environnements, à quoi il ressemblera après cette crise du Covid, comment est-ce qu'on l'a vécu et où est-ce qu'on va. La parole est à toi. Je laisse découvrir ton palmarès à tous les participants à l'écran. Si tu veux te présenter différemment, sur toi, tu as le droit de le faire et je te passe à la zapette pour que tu puisses passer les slides. Par contre, c'est clair que tu dois rester devant la caméra. Parfait. Bonjour à tous ceux qui sont en ligne et puis tous ceux qui sont ici. Donc, mon nom est Dominique Perron. Je suis associé au bureau de PwC à Genève. Je suis responsable du département audit interne et forensique, donc tout ce qui est lié aux fraudes pour la Suisse romande. J'ai aussi le rôle pour le secteur public aussi en Suisse romande. Et j'ai aussi le rôle de superviser l'entièreté de tous les projets que PwC fait dans le monde avec les Nations Unies au sens large, donc y compris toutes les agences, ce qui me fait voyager un petit peu. La même chose pour IATA, donc là, le domaine aérien. Puis d'autres éléments aussi importants, parce que je vais vous parler de cette étude que PwC a fait sur le Covid-19, mais je vais aussi apporter différents angles de vision, puisque je peux vous parler de l'angle Nations Unies, de l'angle marché genevois, mais je suis aussi président de la Fondation Pro Entreprise Sociale. D'ailleurs, je salue le directeur général qui est là aujourd'hui. De vivre l'expérience Covid de la part d'une fondation active en livrant des services et des biens. Je suis aussi au comité d'audit de l'Université de Genève. Donc là aussi, l'expérience vécue de l'intérieur. Et je suis aussi au comité de l'agence TRT, qui est une agence qui aide les personnes en fin de droit à trouver du travail. Qu'est-ce qui peut se passer dans une période de crise comme ça? Donc, ça m'a permis d'avoir vraiment différents angles, différentes expériences et qui, à mon avis, sont très importantes quand on vit ça. Maintenant, le vif du sujet. Alors là, j'ai des petits textes au milieu, donc je ne vais pas pouvoir les… Je vais lire mes petits papiers, ça, très bien, pas de souci. Je ne vais pas effacer les questions. Ah, voilà. C'est pour que tu puisses voir. Je te remettrai. Je te remercie. Super. Parfait. Donc, quels sont en fait les atouts, quels ont été les atouts de la Suisse? Alors, vous pouvez le voir, vous sur les écrans, ici sur le grand écran. Le premier, le fédéralisme. Donc, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu voir que la politique industrielle décentralisée nous a permis en fait de réagir aussi très, très vite, que de combiner les efforts au niveau fédéral, cantonal et communal, je peux me permettre d'en parler, même si j'ai fini mon mandat, j'étais conseiller municipal, et de voir en fait comment le canton et la fédération aidaient aussi les communes, était très important au niveau du dynamisme. Et puis après, je pense qu'un élément clé, c'est le processus non bureaucratique que l'on a vécu, notamment pour l'obtention des crédits, mais aussi tout d'un coup la possibilité d'identifier les personnes par vidéo pour les signatures officielles. Donc, on parle de quelques mois. Et je prends l'exemple typiquement chez nous, et j'ai un de mes collègues ici, on faisait tout par conférence téléphonique. Donc, on recevait un numéro de téléphone avec un chiffre, puis on pressait dièse. Alors, ça fait rire tout le monde aujourd'hui, mais je vous rappelle, c'était il y a 4-5 mois. Aujourd'hui, si je reçois ce type de numéro de téléphone avec un code derrière et pas un code vidéoconférence, je suis choqué. J'ai l'impression de recevoir un fax. Et ce changement s'est fait en quelques mois. Les outils existaient,
et tout le monde est passé au monde numérique en quelques semaines. Et je vous donnerai un autre exemple qui n'est pas couvert par toutes les autres personnes qui présentent ici, comment en fait le monde s'est déjà transformé en quelques mois sur une conférence comme on l'a aujourd'hui. Ensuite, l'ordre économique libéral. Donc, de nouveau, je me rappelle plus ou moins, mais en 2001, tout le monde rouspétait un peu sur les rigueurs en fait et le freinage à l'endettement. Mais aujourd'hui, on était bien content. On était à 26%. Alors, c'est clair, ça va augmenter, mais on a réussi à répondre à la crise de manière rapide et solide. On a vu, tout le monde a dû voir cette pyramide de la Suisse en termes de sécurité, d'économie, de solidité. La Suisse est aujourd'hui en haut de la pyramide. Et ça, ce n'est pas arrivé par magie. C'est effectivement l'esprit suisse, l'économie libérale qui a permis de faire ça et surtout la prise de responsabilité à tout niveau. L'autre élément, c'est les relations diplomatiques. Bien entendu, j'ai des amis entrepreneurs qui se sont battus pour faire entrer certains produits pour notamment les gels, mais ça a réussi, on a réussi à les passer parce qu'on avait des relations diplomatiques très fortes. La capacité à innover. Donc là, je pourrais en parler à plusieurs reprises, comment en fait tout le monde s'est réinventé. Moi, je l'ai vécu notamment avec la Fondation Pro qui a renvoyé tous ses employés à la maison pour les protéger. Et puis, tout d'un coup, a commencé à créer des masques et le gel hydroalcoolique pour une PME locale. Donc, de nouveau, c'est se réinventer, être dynamique, bouger, innover, trouver des idées. Et là, ce type d'exemples sont récurrents partout à Genève et en Suisse. L'autre élément, c'est effectivement la volonté des startups de se trouver, de chercher et effectivement d'inventer. L'autre, hop, non, là, ça ne marche pas. Ah, voilà. Tac. Donc maintenant, le futur. Je pense qu'on doit s'habituer à ce qu'on appelle le new normal, qui est en fait le nouveau mode de travail. Alors certaines choses sont devenues habituelles et puis il y a des nouvelles choses auxquelles on va devoir s'habituer. Typiquement, je pense qu'il est essentiel de regarder au niveau de ses employés, de ses collaborateurs, de ses collègues, de ses clients, de ses fournisseurs, parce qu'il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, on se déplace beaucoup moins. Ça veut dire qu'on peut enchaîner beaucoup plus de réunions et je pense qu'on ne pourra pas tenir sur le long terme à cette vitesse. Parce que de passer d'une vidéoconférence à l'autre et d'être peut-être à Bâle, passer de Zurich à Genève, voir l'Australie, l'Angleterre et tout ça en quelques minutes est fatigant pour nous et on ne tiendra pas à long terme. D'ailleurs, aujourd'hui, on commence à avoir des vidéoconférences où volontairement, on éteint la vidéo. Parce qu'on réalise que quand on éteint la vidéo sur quelques conférences, quand ce n'est pas nécessaire, ça fait du bien à soi, à l'organisme de pouvoir se relâcher. C'est ces pauses qu'on le remplace, en fait, bêtement, en marchant d'un bureau, d'un lieu à un autre, ou prenant sa voiture ou le bus pour aller chez son client. Donc ça, c'est aussi très important. Mais bref, le fédéralisme. Donc, améliorer la souveraineté numérique. Et ça, c'est en lien en fait avec les besoins de base. On a réalisé que certaines choses qui étaient données, comme les données, le data, est extrêmement précieux en période de crise. Du coup, on doit maintenir tout cet accès à la donnée. C'est d'autant plus important si on travaille en télétravail. Et là, on parle de l'initiative Swiss Cloud. On a la numérisation au niveau de l'État. On a vu certains organismes. J'ai des collègues de conseil d'administration qui se sont retrouvés sans job parce qu'ils n'étaient pas organisés dans ces organisations pour travailler au numérique. Or, chez PwC, on a eu de la chance parce qu'on a eu l'annonce le dimanche comme quoi on ne devait plus revenir au bureau, à part s'il y avait une urgence, et le mardi, on était 100% numérique. Mais ce qui est hallucinant, c'est que ces outils existaient déjà, mais on ne les utilisait pas. Donc, ce changement s'est fait rapide, mais pour le futur, on doit être prêt au numérique. Ensuite, augmenter les échanges entre secteur privé et enseignement. Donc, ça, c'est vraiment un élément clé. Je pourrais vous parler notamment de Mint. Est-ce que vous connaissez Mint? Donc, c'est vraiment appuyer la formation sur tout ce qui est maths, informatique, sciences naturelles et techniques. Ça, c'est vraiment un élément qui est, à mon avis, qui est clé pour le futur. Et puis, la promotion sur les réformes. Hop là, tac. Et les concepts d'écosystème, d'intégrer en fait plusieurs niveaux.
Et là, je peux vous parler des organisations internationales qui essayent en fait de lier les multinationales, les PME, les gouvernements et les citoyens sur des projets communs pour réactiver l'économie. Donc, on est dans cette philosophie donc, de collaborer tous ensemble pour réussir. Bref, les relations diplomatiques sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très fortes, mais on doit continuer à les développer et surtout en cas de crise. On doit aussi ajuster la politique des stocks obligatoires pour ce qui compte vraiment et ce qui est nécessaire et contribuer en fait à la création de nouvelles règles fiscales internationales. Parce qu'aujourd'hui, la question du télétravail, on a pu lire la question de savoir si on peut refacturer son loyer au patron. Mais la question n'est pas forcément là. C'est qu'est-ce qui se passe en termes de sécurité de l'information? Qu'est-ce qui se passe finalement si la personne peut travailler à distance? Est-ce qu'on a besoin de lui payer un salaire genevois? Est-ce que cette personne doit être déclarée? Qu'est-ce qui se passe si la personne vit à Genève et tout d'un coup va vivre 9 mois en France en télétravail? Est-ce qu'il faut demander une autorisation? Est-ce qu'elle a besoin d'un permis de travail? Toutes ces questions resteront ouvertes et puis peut-être qu'on y répondra. Ensuite, la capacité à innover. Donc, bien sûr, innover aujourd'hui, on rentre dans des nouveaux domaines, dans des nouveaux business models où forcément, on n'a pas forcément toujours besoin de se retrouver face à face. Donc, quels sont les nouveaux modèles? Et là, je vais juste prendre un exemple. J'ai été complètement sidéré puisque quelques jours avant le confinement ou semi-confinement, je vais participer à une conférence à Dubaï. Et cette conférence a été remplacée par une conférence virtuelle. Et je ne vous cache pas, j'ai cru mourir. Pourquoi? Parce qu'on a fait la même conférence, mais avec des gens qui viennent devant la vidéo. C'était horrible. J'étais chez moi, j'avais les enfants derrière et c'était ennuyeux au possible. Nouveau mode de conférence, à peine quelques semaines plus tard, une conférence passionnante où tout ce qui est en plénum dure à peine quelques minutes. Ça va super vite. J'ai des possibilités, je suis invité dans des groupes de travail sans que je contrôle vraiment. Alors, la première fois, on ne fait pas attention parce qu'on écoute d'une oreille et tout d'un coup, l'écran vous appelle en disant « Hey, Dominique, tu participes ?» Ah, parce qu'on n'est plus que 5. On passe de 500 personnes à 5 personnes pour délibérer sur un sujet. On peut sortir du groupe, aller voir une salle d'innovation où tout le monde balance des idées. Une idée m'intéresse, je clique dessus, je vois la personne, je la POC. On peut créer une réunion face-to-face en quelques minutes. Tout ça en quelques semaines. Et ça, pour moi, c'est de l'innovation et c'est un nouveau modèle qu'on ne pourrait jamais faire en présentiel. Donc ça, j'ai trouvé vraiment impressionnant. Bref, donc les possibilités de formation aussi très importantes et bien sûr, l'esprit entrepreneurial de nos citoyens où tout le monde a des idées, tout le monde participe. On l'a vu notamment pour aider les gens, pour les sacs, pour distribuer de la nourriture, des idées, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Et là, je pense que l'alignement secteur privé, public, citoyen, gouvernement, plus les multinationales, a vraiment une possibilité de nous sortir sur le futur, puisqu'on sait qu'on n'est pas complètement sorti de cette crise. Je regarde juste le temps, parce que j'avais 12 minutes. Et j'ai tellement de choses à vous dire. Bref, les sujets auxquels on doit vraiment être attentif pour le futur, c'est la prévoyance, notamment par rapport aux investissements dans l'immobilier. Vous imaginez bien que tout l'immobilier commercial, beaucoup d'entreprises ont décidé de réduire leur surface, puisqu'on peut tout à fait imaginer, je connais beaucoup d'entrepreneurs qui parlent déjà d'un télétravail automatisé, 1 jour sur 5, 2 jours sur 5. Donc, ça sous-entend des surfaces plus petites. On peut aussi imaginer que si on travaille que 2 jours au bureau, on peut s'éloigner du centre et même aller dans d'autres cantons, c'est vivre ailleurs, même aller à Marbella 3 jours par semaine, si la loi nous le permet. Ensuite, les relations avec l'Union européenne. Est-ce que celles-ci vont se maintenir et comment est-ce qu'on va faire? La transition énergétique, bien entendu, on le voit, on a moins consommé. Moi, je passe en théorie, en principe, 50% de mon temps dans l'avion. Et je ne pense pas que je vais retourner à ce rythme de vol. Alors, ce qui est très bien, notamment pour la biodiversité et la durabilité. Mais en même temps, pour l'économie, c'est aussi moins de vols d'avion, donc peut-être une meilleure qualité des vols, mais des prix plus élevés, des hôtels moins remplis. Enfin, c'est un impact général. Et puis, la Genève internationale, vous la connaissez, vit aussi à travers tous les événements internationaux comme le Salon de l'automobile. Et là, je pense que vous avez tous lu les nouvelles.
L'accélération de la transformation numérique et cybersécurité. Donc, on a vu un niveau d'attaque phénoménal, puisque tout le monde a dû se transformer très vite au numérique, tout le monde est rentré chez soi, et là, ça ouvre les portes en fait au problème de cybersécurité. Et puis, bien sûr, la viabilité économique de la santé. Voilà, j'ai un petit peu dépassé mon temps. C'est magnifique. Ouais, merci Dominique, c'est vrai que c'est décoiffant. On a un univers qui va tellement vite. La question qu'on pourra prendre après sur la table ronde, c'est comment est-ce qu'on va faire quand on va devoir discuter avec nos autorités et puis qu'ils vont reprendre le rythme d'avant, parce qu'ils ont été vachement vite pendant. Voilà. Ça va être compliqué en tout cas en termes de perception client. On va démarrer ce cycle qui va être, comme tu l'as dit Dominique, très très rapide maintenant. C'est qu'on va essayer de vous bombarder avec des idées qui sont issues de nos conférenciers, ces conférenciers que vous avez pu suivre lors des webinaires, qui vont revenir maintenant, pour certains 2 ou 3 mois après, et nous dire, comment est-ce qu'eux ont perçu la crise, un mode un peu storytelling, très rapidement, et puis ensuite, qu'est-ce qu'ils en retirent. Alors souvent, évidemment, en lien avec leur métier, avec leur domaine de compétences, et après, ça va nous faire une espèce de panachage de la vision des entrepreneurs, de l'entrepreneuriat sur l'après-Covid. Mesdames et messieurs, on va commencer très rapidement avec Véronique Penol de Loico, qui va nous donner la vision un petit peu de la fiduciaire, finalement, le lien avec les clients, comment est-ce qu'il a évolué tout ça. Véro, c'est à toi. Exact. Bonjour à tous, donc cofondatrice de Loico, je coordonne les activités fiduciaires et également les finances internes de Loico. Donc moi, ce qui m'a le plus marqué pendant cette période de crise, c'est la capacité d'adaptation dont ont fait preuve tous les acteurs de l'économie, que ce soit les politiques pour décider des mesures à mettre en place, les entreprises pour les appréhender, les mettre en place dans leur environnement, et les collaborateurs finalement qui se retrouvaient face à une situation inédite. Au plus fort de la crise, les mesures, par exemple des RHT, changeaient pratiquement tous les jours. Donc pour nous, en tant que conseillers, il fallait sans cesse faire des recherches, se mettre à jour, former nos équipes pour être à même d'accompagner nos clients le mieux possible. Chez Loico, on a par exemple mis en place des canaux d'information par thème avec un responsable, ce qui a permis de faire le suivi des bonnes pratiques, des nouveautés, pour que les collègues puissent être informés au jour le jour. Pour mes clients, c'était également de repenser leur business model, puisque avec cette crise, parfois, certains produits, certains services devaient être revus, devaient peut-être disparaître. Par contre, des opportunités sont nées également par cette crise. Donc voilà, tout ça pour les accompagner également, revoir leur budget, les crédits Covid, les questions égales que Bertrand me parla tout à l'heure. Et dans ce contexte, tout ça dans un environnement de travail complètement différent, puisque tout le monde s'est retrouvé à la maison. Mais beaucoup de solidarité est née aussi pendant cette crise, parce que les gens étaient tolérants, on était tous dans le même bateau. Qui n'a pas connu une vidéoconférence avec un enfant qui surgit dans la vidéo, qui nous demande quand est-ce qu'on va manger. Mais finalement, tout le monde était sur le pont, tout le monde était là, et tout le monde a fait face à cette crise de manière magnifique. Qu'est-ce qu'on ne fera plus jamais comme avant? Ça a été dit notamment par Dominique. C'est vrai que je pense que tout le monde va repenser sa façon de travailler. Probablement que chacun va garder peut-être une partie de son temps de travail à la maison, au home office. Également, les relations avec nos clients. Maintenant, la vidéoconférence est devenue effectivement une habitude. Donc, c'est quelque chose aussi, on va moins se déplacer, comme l'a dit. Donc, c'est bien pour l'écologie et on gagne du temps. Donc, je pense que tout ceci est plutôt bien. Dans le cadre des RHT, on a vu aussi que certains clients n'étaient peut-être pas tout à fait bien organisés en termes de suivi du temps de travail. Donc, c'est clair que ça a été un petit peu compliqué et plus fastidieux pour pouvoir donner les informations dans le cadre des RHT. Donc, ça a permis de revoir peut-être certains process, de mettre en place des meilleures mesures. Donc, tout ceci aussi pour un plus. Et enfin, la digitalisation, puisque c'est vrai que chez Loico, on avait la chance d'avoir fait ce choix dès le départ. Donc, on avait déjà des processus entièrement digitalisés. Donc, pour nous, on était opérationnel tout de suite. Mais pour certains des clients, ce n'était pas le cas. Donc, fort du confinement, c'était compliqué si on ne peut pas accéder à nos dossiers, à nos documents. Donc, je pense que la transition numérique est lancée, est en marche. Donc, voilà, je pense que c'est pour le mieux pour après. Merci beaucoup, Véro. Allez, on applaudit. Oui, il fallait que je recadre un petit peu le PC pour ceux qui étaient. Voilà, on accueille maintenant Sandrine Fourneau qui, toi, Sandrine, tu es à distance. On a aussi des
conférenciers qui sont à distance. Voilà, Sandrine, ta perception, toi, de la crise. On voit ici ton background. Tu peux aussi en dire plus sur toi, si tu le souhaites. Sandrine. Ok, super. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Déjà, un grand merci à la Chambre du commerce et à l'OICO pour tous ces moments de partage durant ce cycle, donc très, très instructif. Donc, je me présente en 2 mots. Sandrine Fourniot, je suis coach certifiée PNL, spécialisée en ressources humaines et experte dans le secteur du médical. Et je représente la société Permed, qui est donc un acteur majeur de la santé sur toute la Suisse. Situation vécue, donc nous avons été en première ligne. Donc, d'un point de vue de nos confrères, collègues, clients dans le domaine du médical, on a pu observer que nous nous sommes appuyés sur une solidarité et une entraide très forte, individuelle et collective, tout ça dans un contexte hors norme et d'urgence. Une solidarité aussi qu'on a pu observer entre le secteur privé et le secteur public pour faire face à cette crise. Et puis, bien évidemment, une grande mobilisation de toutes les ressources avec une adaptabilité de l'ensemble des équipes qui se sont unies, qui ont uni leurs compétences et leurs talents pour vaincre ce virus tous ensemble. Donc, ce qu'on a appris de cette expérience, comme je disais, tout à fait hors norme, c'est bien évidemment la force de ce collectif qui, parfois insoupçonné, donc là, a permis justement d'aller de l'avant et puis d'aller ensemble vers un but commun qui, au niveau du médical, était d'une part soigner évidemment, mais aussi et surtout de sauver des vies. En résumé, donc pour l'avenir, ce qu'on peut retenir de cette expérience, c'est que ça a permis de redonner du sens aux équipes, déjà en individuel et puis après au niveau du collectif, de retrouver une certaine raison d'être professionnelle dans un secteur aussi, le secteur du médical, qui est parfois aussi touché par un certain nombre d'éléments comme la pénibilité, la charge et autres. Donc retrouver cette raison d'être professionnelle, individuelle, collective, c'est utilité ensemble. Et je dirais que le résumé, le mot, c'est d'avoir une vision commune qui a été moteur tout au long de cette période, du pic de cette crise, pour avoir du succès tous ensemble et sauver des vies. On applaudit Sandrine, merci beaucoup. Merci à vous. Une question peut-être pour plus tard, évidemment, c'est voilà, les gens se sont mis ensemble, ils ont travaillé, il y a une raison d'être, une vision commune, puis quelque chose rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait l'image que les collaborateurs qui avaient des enfants en bas âge, leur vie était plus dure. Mais en réalité, ce qui est intéressant, c'est que ceux effectivement qui avaient des enfants en bas âge, ils avaient des périodes où ils ne pouvaient vraiment pas travailler. Et en même temps, ceux qui avaient des enfants plutôt ados, tout d'un coup, on les voyait disparaître de tous les écrans parce qu'en fait, le bandwidth n'était pas suffisant parce qu'ils étaient tous en gaming online. Et du coup, interdire tout le monde de passer en gaming parce que pendant qu'ils travaillaient, s'ils avaient une vidéoconférence importante, sinon la vidéo tombe. C'est ce qu'on a vu maintenant. Donc en fait, tout le monde a des défis à leur échelle, donc ça correspond totalement à ce que vous dites. Super intéressant. La transition est trouvée, Bertrand, la parole est à toi. Donc on va écouter un petit peu le banquier, finalement, qui lui a vécu une période relativement particulière. Donc la parole est à toi. Merci beaucoup. Bonjour à tout le monde. Pour la situation vécue effectivement à la banque alternative, j'ai envie de mettre en avant 2 choses. La première, c'est une notion de fierté parce que les banques ont joué leur rôle pour soutenir l'économie, soutenir les entreprises. C'est une période qui a été très active pour nous avec beaucoup de travail pour mettre en place les crédits Covid qui ont été rendus possibles par la Confédération. On s'est senti utile et on n'a pas chômé pendant cette période. L'autre chose que je voulais mettre en avant, c'est le côté d'humilité, parce qu'on entend parler beaucoup de transition très rapide, de digitalisation. En même temps, on était un petit peu pendant cette période de Covid en combat. On était un peu en combat contre une maladie, contre une situation qui était inconnue.
Ça nous a poussé dans nos retranchements à faire des choses qu'on n'aurait peut-être pas fait aussi rapidement, mais se pose quand même des questions. Le home office, oui, c'est une belle solution, mais c'est une solution qui n'est pas adaptée pour tout le monde. Au sein de notre équipe, on a recommencé à travailler en présentiel. Je n'ai jamais vu les collaborateurs aussi heureux de se voir, de travailler ensemble, de partager des cafés ensemble. Donc, il y a un vrai avantage à se voir et à passer des moments ensemble. En tant que banque, l'autre notion qui nous appelle à un peu de recul, c'est la sécurité des données, c'est la signature électronique. Quand on fait des conférences Zoom, où sont stockées ces données, comment sont-elles utilisées? Il y a des choses qui sont magnifiques, mais qui demandent peut-être un peu de recul et de réflexion avant de s'embarquer totalement dans l'aventure. Pour la deuxième slide, qu'est-ce qu'on ne fera jamais comme avant? Alors, la solidarité est un des principes qui est au cœur des principes de la banque alternative. Ce qu'on fera peut-être plus jamais comme avant, c'est de le mettre au deuxième rang. Parce qu'en fait, ce que la crise a fait, c'est qu'elle a battu en brèche tout ce qu'on avait comme conception de notre économie et de nos échelles de valeur. Le prix qu'on met à certaines marchandises, il est faux aujourd'hui. Il n'inclut pas le coût environnemental, il n'inclut pas le coût social des objets qu'on achète. Il faut repenser nos économies, repenser nos échelles de valeur. Et je crois que c'est ça que la crise nous apporte. C'est une fantastique opportunité de repenser la manière dont on travaille et comment on interagit, aussi bien avec les gens, mais aussi avec la nature. Je vais juste dire deux mots. Qu'est-ce que la BAS a fait dans cette période? Alors que c'était un projet qui traînait depuis des mois, on a mis en place une place de marché qui est un endroit virtuel où les preneurs de crédit de la banque peuvent se retrouver et communiquer sur leurs actions, sur les bonnes pratiques qu'elles mettent en place et où finalement tous les clients peuvent communiquer et se retrouver. La deuxième chose, c'est une expérience à la fois banquier mais aussi personnelle. Je suis coopérateur d'une épicerie qui s'appelle Le Nid à Genève. Et on voit comment cette épicerie a pu repenser son modèle pour permettre aux personnes fragilisées de venir faire leurs courses en toute sécurité, de préparer des paniers qui étaient collectés. On doit tous faire des créneaux de travail. Les personnes à risque étaient exemptées de ces créneaux de travail. Et pour finir, ce que je voulais dire, c'est que ce qui est important dans cette transition écologique et économique, c'est d'avoir des idéaux, d'avoir des choses vers lesquelles on tend. Ce n'est pas juste un renoncement par rapport à nos valeurs passées, c'est qu'est-ce qu'on veut, quel est le modèle qu'on veut. Et d'avoir ces idéaux, ça permet d'avancer sereinement. Merci, Jean-Bertrand. Un peu très fort. La banque alternative est une des banques qui croît de manière assez hallucinante en ce moment. On voit que voilà, le monde est en train de changer, c'est aussi grâce à une entreprise telle que la vôtre. Merci Bertrand. Allez, on a entendu les banquiers, on a entendu les fiduciaires, on a entendu les consultants. On va avoir l'entrepreneur, mesdames et messieurs, Claude de Villard. Bonjour à tous. Alors, l'entreprise de Villard, je crois que beaucoup la connaissent, mais la particularité dans cette période Covid, c'est qu'on vient du monde du papier et qu'on accompagne les entreprises à aller vers le numérique et la numérisation des données. Et je dois vous dire que ça fait plus de 10 ans qu'on travaille dans ce domaine, mais on n'a rien trouvé de mieux comme accélérateur que la période de la Covid. Parce que là, en un temps record, on a des demandes dans tous les sens pour cette activité-là. Comment est-ce qu'on a vécu cette situation? Eh bien, il faut le dire, tout d'abord, c'est un basculement dans la crise. Mi-mars, tout s'arrête. Des réactions diverses, des managers et des employés, certains qui assument, d'autres qui ont plus de peine, des affaires qui sont stoppées du jour au lendemain, et puis un manque de système de référentiel et de repères. On a vu beaucoup de gens qui étaient un peu désarçonnés. Alors, dans les côtés négatifs, il faut bien le dire, il y a le stress qui est lié à la peur du virus, à l'isolement, à l'inconnu, au télétravail, parce que tout le monde n'était pas prêt à cela, et aux vidéoconférences. Je l'ai entendu tout à l'heure, je confirme, c'est des fois assez stressant de passer d'une vidéoconférence à l'autre. Mais dans les plus, et c'est ce qu'on va garder, dans les plus, il y a le dynamisme et l'élan qui nous donnent des nouvelles opportunités, des projets, des remises en question, de l'adaptation. Je crois que cette période a été très révélatrice des différentes personnalités. Qu'est-ce que la crise nous a appris? Qu'est-ce que nous ne ferons plus comme avant? Eh bien déjà, on s'aperçoit qu'on ne maîtrise pas tout.
il faut certes anticiper. Alors, le télétravail, typiquement chez nous, on était prêts. On avait déjà notre plan de télétravail depuis la fin de l'année dernière, mais quand même, même si on anticipe, il faut réagir extrêmement vite. Ce mouvement nous permet aussi de ne pas être submergés, mais il faut être aux commandes. Il faut être dans le poste de pilotage parce qu'il y a des décisions à prendre chaque jour. Les plans à long terme ou à moyen terme, on n'en a plus tellement parlé depuis quelques mois. Chaque jour, il y a des nouvelles décisions. Chaque jour, il y a des mesures importantes à prendre. Il faut les communiquer et il faut en plus capitaliser sur le personnel humain. Nous avons besoin de managers proactifs, réactifs, agiles, avec un vrai esprit entrepreneurial. Plus de transversalité, plus de cohésion, plus de solidarité. Je crois que ce sera un des grands enseignements de cette crise. Typiquement, chez nous, on a eu une crise pandémie, une équipe pour gérer la crise pandémie avec un certain nombre de personnes qui étaient dedans et qui communiquaient au début tous les jours, après 2 fois par semaine, ensuite 1 fois par semaine pour donner en fait les informations à tout le monde. Et puis, je crois que ce qui va rester dans la plupart des entreprises, je vous le dis pour l'avoir partagé aussi avec beaucoup d'autres entrepreneurs, c'est une golden list parce qu'il y a vraiment des gens qui se sont révélés comme étant formidables et géniaux dans cette période-là. Et puis, il y aura une liste des transferts parce que force est de constater que certaines personnes n'étaient peut-être pas à la bonne place. Donc, il faudra qu'on fasse quelques déplacements. Mais le mot de la fin, c'est « Vive l'équipe, ensemble et solidaire ». Merci, Jaco. Voilà, on a quelques questions pour toi après, Claude, sur comment tu as vécu ça, notamment avec les personnes qui sont révélées ou pas révélées, c'est intéressant. Emilia Hénard, la parole est à toi. Emilia, toi, tu vas nous donner une approche plus santé, hein, puisque tu es active dans ce domaine-là. Donc, la parole est à toi. Bonjour à tous. Oui, effectivement, aujourd'hui, peut-être un peu plus un témoignage sur qu'est-ce que les gens ont vécu chez eux, puisque dans le cadre de mon activité en tant qu'assistante sociale d'un service social d'entreprise, on est en lien avec les personnes qui ont été confinées à la maison. Et puis, dans ce cadre-là, sans revenir sur tous les aspects qui ont été évoqués par les orateurs précédents, l'idée aussi, ça a été de soutenir les personnes qui ont vécu ce confinement d'une autre manière et pas forcément à chaque fois très facile. 2-3 exemples par rapport à ça, c'est notamment une DRH qui s'est retrouvée à devoir soutenir ses équipes avec un Wi-Fi, comme on a vu tout à l'heure, qui peut lâcher, et puis une communication même par téléphone qui s'est retrouvée quasi impossible. Elle était désemparée parce qu'elle avait l'impression qu'elle ne pouvait plus travailler correctement, qu'elle ne pouvait plus tenir son rôle professionnel. Sans compter que l'organisation à la maison était du coup aussi compliquée, puisqu'elle et son époux travaillent. Il fallait continuer ce rythme de travail-là, tout en étant en soutien par rapport aux enfants qu'il fallait nourrir, aider à faire les devoirs qui ont été envoyés par les profs, occuper aussi, puisque c'était des enfants en bas âge qu'on ne peut pas laisser forcément tout seul trop longtemps. Donc, pour elle, ça a été extrêmement difficile. Une autre situation aussi, c'était celle d'un monsieur qui s'est retrouvé en arrêt maladie de manière durable avant même l'arrivée du Covid, et puis qui s'est retrouvé finalement coincé chez lui sans pouvoir forcément avoir toute la disponibilité pour réfléchir à qu'est-ce qui lui arrive, comment est-ce qu'il va se soigner, qu'est-ce qui va se passer pour lui ensuite. Et toute la difficulté aussi de vivre ce confinement pour lui en famille également, et de pouvoir imaginer quelle va être aussi la suite et le retour au travail. Donc, il s'est agi pour nous ensuite de mettre sur pied ce retour au travail. Un dernier témoignage aussi, c'est celui d'une personne qui habite dans la région genevoise, proche des HUG, dans un petit appartement, avec son compagnon, tous les deux en télétravail et en visioconférence toute la journée, et tout à coup à entendre les ambulances qui arrivent au départ de la maladie à domicile. Ce n'était pas forcément simple.
Je l'ai eu en visioconférence et puis elle me disait « Ah, attendez, là, mon ami, il est en visioconférence, donc je vais aller aux toilettes m'enfermer puisque c'était un tout petit appartement pour pouvoir communiquer. » Et ensuite, toc, toc, toc à la porte. « Ah, c'est bon, je peux ressortir. » Puis je dis « Mais est-ce que vous voulez qu'on se parle un petit peu plus tard ?» Fait non, parce que plus tard, ce sera la même chose. Donc, voilà, c'est vraiment des expériences qui ont été vécues avec intensité à chaque fois. Pour ma part, j'ai fait nombre aussi de ces visioconférences. Je rejoins l'idée de dire que c'est extrêmement fatigant quand on est aussi dans cette relation de soutien. Ce que j'ai envie de transmettre ici, c'est que vraiment, on est dans des réalités privées et professionnelles qui sont fort diverses pour les uns et les autres, que ça a été un grand stress et une fatigue importante par rapport à ce que l'on a pu tous vivre. Et surtout, notez aussi que le superflu, celui qu'on n'a pas eu pendant toute cette période, nous est essentiel parce que c'est celui qui nous permet aussi de nous sentir vivants. Voilà, je vous remercie. Merci. Le superflu est essentiel. On en parlera peut-être après. Philippe, c'est à toi. On n'a pas attendu l'avocat encore, on était dessus. Donc, on va bien t'entendre sur comment tu as perçu cette crise. Et puis aussi quelques petits trucs. Vous avez beaucoup bossé, vous, parce que comme l'a dit tout à l'heure Véronique, les choses ont beaucoup évolué au niveau juridique pendant 3 mois. C'est juste, tout à fait. Merci beaucoup, Christophe. C'est vrai que quand Christophe m'a demandé comme avocat de faire une présentation de 3 minutes, je me suis dit que ça allait être très, très difficile. Mais nous aussi, on a appris pendant cette phase Covid. Et on a notamment appris qu'on doit changer la manière dont on accompagne nos clients. Je pense qu'on a vécu d'une part, et beaucoup de gens l'ont dit, une accélération brutale du phénomène de digitalisation, avec à côté de ça un ordre juridique qui a certes évolué sur un certain nombre de points. On peut penser au RHT, on peut penser à un certain nombre de questions liées à la signature électronique, mais qui malgré tout est encore relativement lent à s'adapter à la nouvelle réalité. Et je pense que là, le rôle du conseiller juridique dans ce type de situation de crise, c'est vraiment essayer d'accompagner les entreprises dans ce new normal qui a été évoqué et les aider à adopter d'une certaine manière leurs activités nouvelles ou structurer de manière nouvelle à un cadre légal et réglementaire qui n'a pas toujours tout à fait suivi cette accélération brutale. Et on a été confronté à une foule de questions nouvelles auxquelles on devait répondre très rapidement, sortir souvent de notre zone de confort. Vous savez, en tant qu'avocat, on déteste ça et on a aussi malgré tout dû le faire en termes de questions liées à la protection des données, à la cybersécurité, à la question, par exemple, de l'onboarding de clients sur une base numérisée dans les banques, à des questions liées à la signature électronique, qui était un dinosaure qui existait depuis 12 ans et qui tout d'un coup s'est réveillé et auquel on a été confronté, à une question tout à fait pragmatique qui était de savoir si des scans, des documents scannés peuvent être produits en justice et donc si ces documents ont la même valeur probante qu'un document original, à la question de savoir si on peut avoir une audience devant un tribunal par vidéoconférence et évidemment une foule de questions liées au télétravail. Et il me reste encore 1 minute 30 pour faire un focus sur une question plus spécifique liée au télétravail. Il y a eu un arrêt du tribunal fédéral largement commenté dans la presse sur la question de savoir si l'employeur doit rembourser ou prendre à sa charge une partie du loyer de son employé en télétravail. Et dans une décision qui date de 2019, le tribunal fédéral a jugé que oui et a demandé à l'entreprise de payer un montant de 150 francs par mois à l'employé. 3 observations par rapport à ça. Premièrement, c'est une décision qui date de 2019, donc qui n'est absolument pas liée à la situation quand même exceptionnelle qu'on a vécue à l'heure actuelle, qui a modifié, à mon sens, aussi un tout petit peu les rapports et les devoirs de loyauté ou les a accentués entre l'employeur et l'employé. Deuxièmement, on avait affaire à une situation dans laquelle l'employé n'avait pas de place de travail au sein de l'entreprise. Et troisième situation, l'entreprise avait demandé à l'employé de dédier une salle dans son logement, une chambre dans sa logement pour y stocker les archives de la société. On peut d'ailleurs se poser si, en termes de protection des données, c'est effectivement une très bonne idée. Donc, on vise quand même une situation tout à fait exceptionnelle dans ce cas-là qui a amené le tribunal fédéral à une certaine solution qui, à mon avis, ne peut clairement pas être généralisée. Et à mon avis, il n'y a pas d'obligation générale de l'employeur de prendre à sa charge une partie du loyer de son employé en télétravail, pour autant évidemment que ce télétravail se fasse sur une base complètement volontaire. Deuxièmement, pour autant que l'employé ait effectivement une place de travail à disposition auprès de l'entreprise. Et troisièmement, qu'on ne soit pas dans une situation où on contraint d'une certaine manière l'employé à dédier une chambre de son logement à la poursuite des activités de l'entreprise.
Mais il n'en demeure pas moins que, à nouveau, dans la nouvelle normalité, le télétravail est plus un phénomène marginal, mais est un phénomène qui va être amené à se généraliser beaucoup plus, même après la crise. Et ça nous amène aussi à réfléchir à toute une série de conséquences. On a évoqué les conséquences en matière RH, les conséquences en matière sociale, les conséquences en matière de santé. Il y a aussi des conséquences juridiques et je pense qu'à l'avenir, les contrats de travail devront également prévoir des clauses qui allouent d'une certaine manière le coût de ce qu'on appelle les instruments de travail. Donc, c'est l'ordinateur, c'est la chaise, mais c'est aussi le loyer, la connexion Wi-Fi ou le coût du téléphone portable. Les contrats de travail, à l'avenir, devront allouer ce genre de coût entre l'employé et l'employeur. C'est aussi une des leçons de la crise qu'on a vécue. Merci. Monsieur Philippe Dupont. Eh bien, Philippe, comme quoi tu vois, hein, que quoi. Au prix en plus de l'heure de l'avocat, franchement, si ça dure 3 minutes à chaque fois, c'est top. Sauf chez vous, bien évidemment. On n'a qu'un chauffeur sans la de pas cher. Sophia de Meyer, est-ce qu'elle nous entend, Sophia? Parce qu'on a parlé d'entrepreneuriat un petit peu avant avec Claude. Sophia, elle n'aime pas trop la digitalisation. Sophia, elle aime bien le rapport à la terre. Et du coup, je suis en train de regarder si elle arrive à se connecter, Sophia. Est-ce que tu arrives à peut-être activer son micro? Marie, je peux le faire moi, si jamais ici. Ouais, est-ce qu'on a perdu Sophia? Oh non, je serais tellement triste d'avoir perdu Sophia, quoi. Bon, peut-être qu'elle va revenir. Sophia, tu nous entends? Non? Bon, écoutez, on va passer au dernier orateur, en l'occurrence, avant de passer sur la table des questions. Puis après, peut-être, Sophia, si tu reviens, on te passera la parole. On est agile aussi, hein, parce que on teste un nouvel format d'événement. Donc, Eric, on va revenir un petit peu sur l'entreprise, l'encadrement avec toi. Tu vas nous parler un petit peu de ton métier très rapidement et ensuite, on va venir sur ça. Merci. Merci, bonjour. Donc, mon métier, c'est d'être consultant dans la santé au travail. Donc, ce que je vais vous donner maintenant, c'est plutôt un aperçu global, finalement, de ce que nous disent nos clients et des échos qu'on a au travers des différents contacts, plutôt que mon expérience personnelle. Et par rapport à ça, ce que je voulais mettre en exergue, c'est la phrase de la DRH d'une banque privée qui me disait récemment nous avons décidé de mettre en place le télétravail, donc décidé de le généraliser. Donc, c'est des entreprises qui ont essayé le télétravail, contraintes et forcées, qui étaient résistantes, assez sceptiques et qui, non contentes d'avoir trouvé l'intérêt à le faire, vont carrément le généraliser. Donc, elles se sont adaptées et elles sont même en train de faire des gros changements. Et le télétravail, je pense, fait partie des plus gros changements qu'on va observer dans les années qui viennent dans les entreprises. C'est une très bonne chose parce que je vous livre en primeur les résultats du sondage qu'on a lancé sur Internet auprès des personnes qui travaillent et les conditions dans lesquelles elles retournent au travail. Une des choses qu'elles ont appréciées dans le télétravail, c'est de pouvoir s'organiser de manière autonome. C'est la première des choses qu'elles ont appréciées. La deuxième, c'est de ne plus avoir de déplacement. Par contre, ce qu'elles ont le moins aimé, ce qui a été le plus difficile, c'est la charge de travail. Et ça donne mon deuxième point ici. C'est une autre phrase que j'ai envie de mettre en exergue, qu'on entend assez souvent, qu'on a déjà entendu tout à l'heure. On est content de se retrouver au café. Je me réjouis de voir mes collègues de nouveau, d'être de nouveau avec eux, même si c'est qu'un jour par semaine parce qu'on a telle et telle contrainte, etc. Et je pense que là, il y a un autre point très important, c'est qu'on a été beaucoup en contact. Oui, via des outils super, on en a déjà beaucoup parlé, mais on n'a pas forcément été en relation. Et je pense que cette dimension de la relation versus la question du contact, elle est vraiment importante. Et ce n'est pas parce qu'on échange des données, des infos, qu'on est en conf call ou en visioconférence qu'on travaille la relation et qu'on la soigne. Et si on veut généraliser le télétravail dans le futur, en termes de management, ça sera une question très, très importante à avoir en tête. Soigner la relation, la maintenir. En termes de motivation, en termes d'adhésion, en termes d'engagement, ce seront des éléments clés. Ce qu'on ne va plus jamais faire, je pense, et ça a déjà été dit, c'est négliger l'ergonomie à la place de travail à la maison. Beaucoup de choses ont déjà été dites, je ne vais pas y revenir, mais c'est une très bonne chose parce que ça va faciliter le télétravail. Donc, c'est très bien que les employeurs, tout d'un coup, se sentent responsables finalement de ces aspects-là. Et comme je l'ai dit avant, la charge de travail a été un des éléments les plus difficiles à vivre pour les employés en télétravail. Donc, c'est très bien que l'ergonomie, qu'on rajoute de l'ergonomie dans ce domaine. Et puis, une chose que l'on va plus pouvoir non plus laisser en bas de la pile comme un nice to have, c'est la question du bien-être au travail, qui jusqu'à maintenant, comme je l'ai dit, était plutôt quelque chose qui était de l'ordre du nice to have, peut-être même un peu idéaliste. Eh bien, aujourd'hui, les questions de sens,
les questions de relations au travail, les questions de place du travail dans la vie ont pris beaucoup d'importance. Et encore une fois, dans notre sondage, la chose qui arrive le plus haut dans les décisions que les gens ont prises, ça va être de privilégier l'équilibre vie privée, vie professionnelle. C'est ce qu'ils veulent changer aujourd'hui dans leur organisation. Voilà, merci. Merci, Jean-Luc. Bon. Ah, Sophia, malheureusement, il y a une connexion qui est mauvaise. Est-ce qu'on essaie juste de voir si on t'entend, Sophia, en activant ton micro? Et si tu n'y arrives pas, ben, malheureusement, on passera à ta… Ah, Sophia. Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez? Ouais, très bien, Magnifique. Sophie. Magnifique. On voulait le retour à la terre avec toi pour terminer, donc c'est très bien. Ah, je sais pas si du coup tu vois à l'écran. Oui. Eh bien, parfait. La parole est à toi, Sophia. Merci beaucoup. Eh bien, je vous avoue que j'aimerais dire tout a été dit et c'est très encourageant de voir à quel point les notions d'agilité, de solidarité, de créativité dans les solutions trouvées pendant la crise et qui se poursuivront est forte. Donc, merci à tous les intervenants qui ont passé avant moi. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire pour essayer de compléter et non répéter ce qui a été dit? Ben déjà, au niveau peut-être de la situation vécue, donc Opaline, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une entreprise valaisanne qui produit des jus de fruits et des limonades. Sa particularité pendant la crise du Covid, c'est que finalement 80% de ses clients et donc de son revenu eh bien, touchent aux cafés, restaurants et restaurants collectifs, donc dans les écoles et les entreprises. Ce qui fait que dans les 48 heures qu'on connaît entre le vendredi 13 mars et le lundi d'après, eh bien, nous avons dû faire face à cette perte de revenus considérable. Maintenant, face à cette situation, eh bien, il y a eu effectivement chez nous aussi énormément de créativité. On a vu des membres de notre équipe se dévoiler en réels leaders par rapport à leurs idées et comment ils pouvaient aller jusqu'au bout de leurs idées. Un exemple concret, eh bien, les épiciers qui ont été cités, qui se sont adaptés avec des horaires pour faire face à la demande, bien évidemment, avec des livraisons à domicile. Eh bien, la grande majorité de l'équipe a pris sa voiture et a été les aider. Parce que finalement, ils se sont dit, mais là, on peut faire quelque chose et là, on a un impact au niveau de la solidarité et du maintien, bien sûr, de ce tissu économique fort important. Après, il y a eu aussi dans notre équipe beaucoup de personnes qui se sont vues confrontées avec l'école à la maison. Donc, on a entendu le Zoom vidéo avec un petit qui passe par là et voilà. Mais en plus de tout ça, il y avait effectivement cette réorganisation dans nos foyers pour gérer une crise économique, entrepreneuriale, et puis mettre en place tout ce qu'il fallait pour assurer l'école à la maison. Donc ça, c'était effectivement une grande partie aussi de l'expérience vécue. Et puis de là est né un éveil, et c'est pour ça que je voulais citer, mais de manière plus globale, et ça m'amène au prochain slide que je vois là, c'est finalement de prendre conscience durant cette crise de tout ce qui a été, de tout ce qui a émergé, et finalement voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire pour évoluer vers une économie plus résiliente, vers une économie plus sociale et solidaire, vers tous ces points qui ont été déjà cités. Donc, vous les voyez là, ce sont à peu près les mêmes, bien évidemment. Opaline était déjà en flex-time et en home office depuis sa création en 2009. Mais voilà, on a réalisé que cette agilité, finalement, au-delà d'une valeur et d'être heureux au travail, a pris tout son sens pendant cette crise. La quête sociale et solidaire, eh bien, elle n'est que renforcée quand on voit cette force du collectif, quand elle se met en route, ce qu'elle peut créer et ce qu'elle peut nous apprendre dans cette interdépendance, bien évidemment. Et puis finalement, cette vision élargie, pour nous en tous les cas qui sommes en lien avec les paysans, d'un côté les épiciers et toutes sortes d'artisans, eh bien, nous réalisons pendant cette crise qui sont, j'aimerais dire, presque sortis de l'ombre, parce que tout simplement, nous avions tous le temps de les voir et puis nous avions aussi besoin d'eux. Et ça, c'est un point qui, j'espère, du fond du cœur, pourra
rester dans nos consciences, dans nos modes de consommation, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, ils ont besoin de nous, de notre présence, pour pouvoir assurer à leur tour la transition. Et puis enfin, sous forme de conclusion, je crois que ce que l'on a appris de la crise, et qui moi me restera à tout jamais, dans l'économie, et vous le savez tous, on travaille beaucoup dans nos approches, dans nos stratégies, avec ces 3 fameux grands piliers du quoi, parce que c'est un service et un produit que l'on offre, du comment, pour l'amener jusque-là, on doit l'amener, de la production jusqu'au consommateur, tous ces processus qu'on met en place à l'interne comme à l'externe, et puis finalement du pourquoi qui prend toute sa dimension dans la raison d'être d'une entreprise. Eh bien, cette crise du Covid a démontré à quel point la notion du qui, nous l'avions à quelque part oubliée dans tous ces modèles économiques et elle a pris toute sa place. Alors à nous maintenant de lui offrir ce 4e pilier dans toutes les stratégies que l'on peut mettre en place par la suite. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Merci Sophia, on t'applaudit. Alors j'ai quelques questions, évidemment, on va passer à la petite phase table ronde, évidemment, Rick, tu as déjà entendu. J'ai une question d'abord dans l'ordre pour Dominique, une question qui nous est venue. On a beaucoup parlé, puis pour répondre, il faudra venir ici, je suis désolé. On a beaucoup parlé, notamment de solidarité. Okay, puis maintenant, on se retrouve après la crise. Comment est-ce que toi, tu vois l'évolution des organisations au niveau de la fameuse confiance? C'est notamment se dire, OK, on va se mettre ensemble pour réaliser quelque chose en commun qui nous concerne tous. Pour ça, il faut faire confiance, il faut se faire confiance, il faut faire confiance partie prenante. Est-ce que tu penses que ça va vraiment évoluer? Il y aura un après-Covid ou une nouvelle normalité pour ça? Ou en fait, on va simplement repartir comme il y a 6 mois et puis reprendre nos bonnes vieilles habitudes? Alors, ça va être très intéressant ce que l'on va vivre parce qu'aujourd'hui, on a réalisé que le télétravail à 100%, ce n'est pas possible et ça a déjà été évoqué. Et puis, le présentiel 100%, ça ne va pas être possible non plus. Donc, on va trouver ce fameux balancier que l'on a déjà vécu dans plein de cas quand il y a eu le scandale avec les Sarbanes-Oxley, où on partait de l'extrême du contrôle policier même, puis après on a rebalancé dans l'autre sens, on a vu que ce n'était pas assez, on revient au milieu, et là, ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'on aura des solutions hybrides de travail. On voit aussi qu'il y a un certain confort à se balader à Genève avec un petit peu moins de trafic, en principe. On ne parle pas des derniers changements, je ne veux pas élaborer là-dessus. Mais bref, en principe, c'est plus agréable quand une partie de la population est en télétravail. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est aussi certains entrepreneurs qui me disaient c'est hors de question de laisser mes employés en télétravail parce que je sais très bien qu'ils ne vont pas travailler. Les feignants. Exact. Ouais. Et en réalité, aujourd'hui, on voit que la majorité des personnes travaillent plus. Et on ne doit pas partir non plus dans cet extrême. Et il ne faut pas se leurrer, on le voit tous et partout. Le feignant, ce sera celui qui sera le plus présent, mais pas forcément productif. Donc on va partir sur d'autres notions. Est-ce qu'on veut les heures du temps ou est-ce qu'on veut un produit final et plutôt que travailler sur la présence pure? Merci beaucoup. Merci. Il y avait une question qui est venue pour Eric sur cette question justement de la nouvelle normalité. Ça fait lien un petit peu avec ce que tu as dit, mais est-ce que le management, et surtout justement le management qui a l'habitude d'être un petit peu sur le dos de ses collaborateurs, est-ce que lui va évoluer? Est-ce qu'il va être forcé à évoluer? C'est clair. D'ailleurs, actuellement, c'est parmi ces gens-là qu'on retrouve beaucoup de résistants au télétravail, qui veulent avoir les gens, qui veulent les voir, qui veulent les contrôler, qui contrôlent la présence plutôt que le résultat. Donc là, je pense qu'il y a autant le Covid a pu nous aider à évoluer en termes d'outils et de digitalisation, autant ça va être un accélérateur au niveau managérial également. Est-ce qu'il y aura une sélection en fait négative des entreprises qui n'ont pas su justement gérer cet après-Covid? Oui, exactement. Je pense qu'en termes d'employeur, en termes de marque employeur, les notions de bien-être au travail, de télétravail, etc., vont devenir des éléments concurrentiels fondamentaux. Merci beaucoup. Et du coup, ça nous fait le lien avec le management.
Complètement. Moi, je Je vais juste rajouter encore un point. Ce qui est fantastique, c'est qu'on peut faire maintenant le lien avec les changements fondamentaux qui étaient en train d'arriver, ce qu'on appelait les méga-trends, et notamment la guerre des talents. Et donc, cette guerre des talents, beaucoup d'entrepreneurs pensaient que c'était un risque pas vraiment réel. Et là, en lien avec la digitalisation, alors ça vient aussi une nouvelle concurrence pour les talents entre eux, puisqu'aujourd'hui, on n'est plus régional, mais on est mondial. Mais en même temps, pour les entrepreneurs, ça devient un vrai défi. C'est-à-dire que si on n'est pas réellement attractif, et là, on touche tous les domaines, on n'aura pas les meilleurs. Et la plupart des entreprises travaillent avec les meilleurs. Oui, bien sûr, merci beaucoup. C'est vrai que ces questions notamment de… Enfin, on sait qu'en 2017, c'est la première fois aux US où il y a eu plus d'entreprises, enfin plus de jobs créés en dehors des entreprises que dedans. Donc cette question de la libéralisation finalement du travail, enfin, c'est déjà une tendance qui était forte. Et je pense qu'on a vécu là va encore accentuer tout ça. Et donc du coup, si on est une entreprise avec des collaborateurs et puis qu'on veut être performant, il faudra mettre en place cette agilité. Sinon, on va se retrouver plus qu'avec les mauvais. Les bons pouvant travailler comme ils veulent, avec qui ils veulent. C'est mauvais, Claude de Villard. On a parlé. Mais non, les mauvais, justement. Qu'est-ce que tu as considéré comme étant finalement le bon leadership? Qu'est-ce qui ressort? Moi, je n'ai pas utilisé le terme mauvais. J'ai parlé de liste de transfert. J'ai juste constaté qu'il y avait des managers qui étaient… Comment tu l'as constaté? Quels ont été les éléments qui ont été les déterminants? Juste l'observation des gens, comme ils travaillaient. Il y a les managers qui ont organisé leurs équipes, qui leur ont donné des missions, qui se sont mis à disposition pour les aider quand ils avaient des problèmes, qui étaient là en véritable organisateur et qui arrivaient à obtenir le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est vrai qu'à la fin de la journée en télétravail, on peut avoir une plus grande productivité qu'en présentiel. Mais il y a aussi ceux qui n'étaient juste pas là, qui se sont eux-mêmes retirés, qui se sont eux-mêmes confinés, auto-confinés, en laissant faire, en n'organisant pas, en n'aidant pas, en ne structurant pas. Et là, évidemment, dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Ils n'avaient pas un abonnement suisse comme assez cher, ils avaient un Wi-Fi qui ne marchait pas bien, cela. Non, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. En principe, la technique était là. Mais il y a la réactivité. Alors, il y a des gens qui sont partis en psychose complète. On a eu des gens qui se sont pratiquement emmurés chez eux, mais ils ont fermé à clé. Donc, ils sont venus, ils ont fini par revenir. Mais voilà, c'est des choses qui sont arrivées. Donc, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus agiles pour pouvoir vivre un événement comme celui-ci et d'autres qui, visiblement, on doit les mettre dans une autre case. Merci beaucoup, super intéressant évidemment. J'aimerais que Bertrand et Philippe vous veniez en même temps devant le… parce que j'ai une question pour vous que je trouve particulièrement intéressante. Non pas parce qu'elle est de moi, parce qu'elle ne l'est pas, mais en l'occurrence parce que c'est quelque chose qui me correspond particulièrement. Donc, je lis, les documents officiels sont le dernier cauchemar des digitaux. Voyez-vous une évolution durable possible? Donc, durable dans le sens, est-ce que durablement les banquiers vont apprendre à utiliser les outils informatiques? Et puis, est-ce que les avocats, et puis tout le monde, finalement, de ces documents légaux, est-ce que vous avez vu des pistes qui vous laissent penser qu'il va y avoir une évolution? Peut-être Bertrand, puis après Philippe. OK. Alors, je pense qu'il y aura une évolution. En tout cas, je peux parler de la banque alternative et de nos intentions. On souhaite tirer le meilleur de cette crise et de ce qu'elle nous a poussé à faire. Donc, il y a des groupes de travail qui existent aujourd'hui pour accélérer la digitalisation, s'ouvrir à la signature électronique, aux documents électroniques. Maintenant, ce sera une question de coût et puis également de soutien de consultants, de partenaires pour arriver à bon port. Donc, la réponse, en tout cas du point de vue du banquier, est oui. Notre réponse à nous, c'est on attend pour voir. Philippe. Non, alors tout à fait. Je pense que c'est une très très bonne remarque. Je pense qu'il y a deux choses. Je pense que du côté de l'économie privée, entre guillemets, moi, j'ai clairement vu qu'on est complètement basculé maintenant dans le monde digital. Même l'idée même d'avoir un contrat signé en original, même pour des transactions très importantes, ça fait presque un peu sourire à l'heure actuelle, tout comme le numéro de conférence téléphonique avec le dièse fait peut-être sourire. Et on avoue, on est surpris par la vitesse du changement. Après, du côté des autorités, je pense que c'est très variable. Deux exemples. Le premier, le régulateur des marchés financiers, la FINMA, qui a déjà depuis un certain nombre d'années en fait poussé beaucoup les assujettis
à produire des documents à la FINMA sur une base digitale et quasiment là aujourd'hui obligé dans la mesure où, par exemple, vous savez peut-être, il y a une nouvelle loi sur les services financiers qui est entrée en vigueur. Il y a un délai à aujourd'hui, 30 juin, pour soumettre un certain nombre de documents à la FINMA et on ne peut plus le faire en physique, on ne peut plus le faire par email, on ne peut que le faire par le biais d'une plateforme de téléchargement. Donc là, on voit déjà clairement un basculement. L'autre grand monde qui est un tout petit peu en retard sur ces questions, c'est le monde de la justice. Et je pense que le monde de la justice au sens tribunaux a, disons, pour dire un euphémisme, certains efforts à faire en matière de digitalisation. On a un projet qui s'appelle Justice 4.0, donc on n'a pas encore vu les 2.0, les 3.0, mais en tout cas les 4.0 qui devaient entrer en vigueur dans 2, 3, 4 ans. Et entre avocats, on se disait tous 2, 3, 4 ans, ça veut dire dans la réalité 10, 15, 20 ans, qui est un peu la réalité suisse s'agissant des processus législatifs. Là, on a vu que ce projet, sans doute, aura lieu. Et déjà, ça, c'est une victoire en tant que telle, parce que certains pensaient qu'il n'aura jamais lieu. Et d'autre part, par rapport aux audiences qui se tiennent par vidéoconférence, là, pour le coup, on a été relativement rapide dans la mesure où il y a une ordonnance qui a été promulguée par le Conseil fédéral en pleine crise Covid pour autoriser la tenue d'audiences sous forme de vidéoconférence parce qu'évidemment, la vie des tribunaux, c'est aussi d'une certaine manière la vie des entreprises et si on bloque la vie des tribunaux, ce sera difficile pour continuer la vie des entreprises. Donc, à nouveau, on sent un changement. Certaines autorités sont plus proactives que d'autres, mais de manière générale, à nouveau, c'est un de ces méga trends qui va juste être amené à s'accélérer dans les prochaines années. Merci. Juste une question, parce qu'elle me vient maintenant. Merci d'envoyer vos questions, non pas en message privé, mais en questions et réponses, s'il vous plaît. Sinon, je vais peut-être les louper. C'est l'action des assemblées générales, parce qu'en fait, on a dit qu'on avait communiqué dessus, parce qu'on est d'accord que la majorité des entreprises ont des exercices au 31 décembre, donc doivent faire l'assemblée générale 6 mois après. Donc là, on a dépassé le 30 juin. Quid au niveau légal? Est-ce que quelque chose est sorti là? Alors, plusieurs choses par rapport à ça. La première, c'est que c'est vrai qu'il y a eu une ordonnance d'urgence, comme on les appelle, qui est entrée en vigueur pour autoriser les assemblées générales sous une forme légèrement différente par rapport à celle qu'on connaissait aujourd'hui, avec notamment la possibilité d'une participation des actionnaires ou des membres par téléphone ou vidéoconférence, qui n'était pas possible auparavant. Mais malgré tout… durable, ça? C'est quelque chose qui va rester ou c'était pour voilà. Alors justement, c'est quelque chose, à mon avis, qui maintenant va d'une certaine manière sortir de la réalité parce que c'était une réglementation d'urgence, mais qui va être transformé par quelque chose de différent, d'encore plus virtuel, qui est en fait ce qu'on appelle l'Assemblée générale véritablement virtuelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'angle de la réglementation d'urgence, donc celle qui ne va pas nécessairement perdurer, il fallait malgré tout quelque part avoir un président et un secrétaire qui se réunissaient, mais les participants pouvaient participer de manière électronique. Et avec le nouveau droit de la société anonyme qui a été adopté par le Parlement il y a 2 ou 3 semaines, on pourra avoir des assemblées générales réellement virtualisées et dématérialisées sans que finalement on ait quelque part un endroit avec un président et un secrétaire. Donc là, à nouveau, c'est clairement une évolution qui existait déjà. Franchement, ce n'est pas quelque chose qui est lié au Covid, mais qui va nous permettre de tenir de manière beaucoup plus simple des assemblées générales à l'avenir et paradoxalement aussi, ou pas paradoxalement, mais en réalité favoriser aussi la participation des actionnaires à la prise de décision parce qu'il ne faudra plus nécessairement aller à Zurich ou à Bâle pour participer à l'AG des grandes entreprises suisses, mais on pourra le faire sur une base électronique. Merci beaucoup, merci Philippe. Et puis j'ai pu vivre des assemblées digitalisées. Je me rendis compte que les gens ne votaient pas forcément la même chose quand c'était à main levée dans une salle que chez eux sur le… Donc je pense qu'on gagnera en démocratie avec la digitalisation très certainement. Il y a une main qui s'est levée dans l'assistance digitale. Est-ce que tu es d'accord Marie de donner la parole à cette personne? Est-ce que tu peux le faire, je crois? Est-ce que dans la salle aussi on a des questions? On est gentiment arrivé au bout et des questions que j'ai reçues ici et du temps, hein, parce que on a soif, quoi, évidemment, autour de cette table. Est-ce que, du coup, Natacha Pagnoni, est-ce que tu peux activer ton micro? Est-ce que tu es d'accord? Je vais te l'activer, moi. Parce qu'après, quand tu t'es donné la parole, tu dois encore activer ton micro. Voilà. Natacha, on doit t'entendre. Bienvenue. Et merde, et là, c'est là. Attends. Pourtant, Natacha, je vois avec ton micro. Oui, bonjour. Natacha, voilà, bienvenue, bienvenue. La parole est à toi. Oui, alors, je suis désolée, j'étais en parallèle sur une urgence, donc il faut juste me redire ce dont tu as levé la main et on t'a donné la parole, mais peut-être tu as levé la main il y a un moment et tu as oublié la question. Ça, c'est possible. Ah non, mais j'ai pas le… Alors, si j'ai levé la main, c'est par hasard. Alors, c'était pour voir si on suivait.
Sinon, tu vas bien, Natacha? Je vais très bien. Disons que oui, personnellement, je vais très bien. Professionnellement, on a justement quelques soucis, principalement aujourd'hui. Je vais vous le dire puisque c'est un peu le sujet du jour. On a eu un de nos collègues qui se bat depuis la mi-mars ou le début mars même contre le Covid, qui a été hospitalisé extrêmement longtemps, qui était sorti il y a 2 semaines. On était tout contents, on était en réhabilitation. Et il y a quelques heures, là, j'ai reçu l'information comme quoi, ma foi, son corps n'a pas réussi à faire face à une énième complication. Donc, c'est pour ça que voilà, je suis connectée, mais en parallèle, je suis un peu sur ce sujet qui m'a pris un peu la tête, je dois dire. Voilà. Oui, ben on peut comprendre, Natacha. En tout cas, on est de tout cœur avec toi et avec tes équipes. Peut-être Emilia qui est là. Sur ces questions, finalement, je t'en prie peut-être de t'approcher. Puisque vous suivez la santé des collaborateurs, est-ce que toi, tu as beaucoup vécu de cas de gens qui n'arrivaient simplement pas à revenir? Alors, pas forcément à cause du Covid même, mais par contre, la peur de revenir au travail par rapport aux mesures de confinement, oui. Ça s'est fait très progressivement. Les gens ont eu peur de sortir de chez eux. Ils ont eu peur de reprendre les transports en commun. Masque ou pas masque, c'était pas tellement ça, mais il y avait vraiment comme ça une chape de peur sur les personnes. Et puis, tout à coup, de dire, mais est-ce que finalement, on peut revenir sur notre place de travail? Ça a été une réalité, même par rapport à un de mes collaborateurs, oui. Donc, il a fallu rassurer, il a fallu donner du soutien par rapport à ça pour que ce soit possible, oui. Est-ce que du coup, puis je demandais juste à Alex de venir, ce retour au travail, comment est-ce qu'on le gère pour les entrepreneurs? Comment est-ce qu'on gère le retour au travail? Ces collaborateurs qui ont été pendant 4 mois à la maison, qui ont vu leurs collègues, ils ont tous, on a vu avant, eu une crise différente en fonction de ce qu'ils vivaient chez eux. Comment est-ce qu'on gère ce retour au travail? Nous, ce qu'on conseille aux managers, c'est de gérer ce retour au travail comme si la personne avait été en absence de longue durée, en fait. Même si la personne a travaillé, même si elle a été en télétravail, en confinement ou semi-confinement, en fait, le lien s'est distendu, le sens s'est peut-être un petit peu estompé, la connexion avec la mission a peut-être été un petit peu perdue, comme ce qu'on observe finalement quand on est absent en longue durée, c'est-à-dire plus d'1 mois. Et donc là, le conseil très concret, c'est d'accueillir les personnes systématiquement le premier jour au travers d'un petit entretien, d'une vingtaine de minutes ou plus s'il y a besoin, pour demander à la personne comment tu te sens par rapport à cette reprise, qu'est-ce que je peux faire éventuellement pour te faciliter ta reprise, de quoi aurais-tu besoin, enfin voilà, un entretien d'accueil et de check que la personne est OK. Et si elle ne l'est pas, il faut mettre en place ce dont elle a besoin. Parfait. Merci beaucoup. J'ai plus de questions ici. Est-ce qu'on a une question dans la salle par hasard ou est-ce que vous êtes tous pressés d'aller boire l'apéro? Alors voilà, notre temps est de toute manière dépassé. En tout cas, un grand merci aux conférenciers, un grand merci au temps pris pendant les webinaires. Aujourd'hui, dans ce webinaire un peu particulier, peut-être que ça deviendra un webinaire qui sera dans la norme. Et puis certainement qu'on aura aussi des nouvelles formes qui vont émerger et on se réjouit de les suivre en tout cas, puisque moi je trouve toujours très très dommage de ne pas pouvoir donner la possibilité d'avoir accès à du contenu de qualité parce qu'on n'est pas là. Et ça, on va l'accepter de moins en moins, je pense, puisqu'on a l'habitude de pouvoir de plus en plus télétravailler et ça va devenir notre nouvelle normalité. À nous, je vois qu'il y a des messages ici. Est-ce que c'est des messages juste pour nous dire sympa, bonheur, santé? Voilà, c'est le cas, on ne peut pas le voir là si on a accès. Donc, merci à toutes et à tous également qui étaient sur les ondes aujourd'hui. Santé, j'ai 12 fois santé ici, merci. Alors, santé à vous. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose avant qu'on clôture et puis qu'on aille se voir? Parce qu'avant de lâcher le crachoir, je dois dire où on se voit après. Pour ceux qui sont ici, on va se voir au Lyrique, juste à côté, pour partager un verre qui sera dehors, j'imagine, puisque le temps est magnifique, donc on se réjouit. Cher Eric, la parole est à toi. Je nous ai fait applaudir en tant qu'intervenant. Je voulais qu'on applaudisse aussi Loïco, qui a animé, qui a été un acteur incroyable, et Christophe en particulier. Très gentil, merci Marie. Merci, évidemment, merci aussi à l'équipe du marketing Loïco, à Marie, à Saskia, à toute l'équipe qui ont vraiment fait un travail super pendant ces 3 semaines où il a fallu aussi réinventer l'événementiel chez Loïco parce qu'on aime beaucoup faire la fête, on aime beaucoup boire des verres, vous avez compris. Et on était tous frustrés, donc là, on a quand même pu faire un beau cycle d'événements grâce également à la CCIG. Voilà, mesdames et messieurs,
c'est terminé. On espère qu'on n'aura pas à refaire un cycle comme ça au mois de septembre. En tout cas, on se souhaite toutes et tous. Voilà, santé à tous. À bientôt et bel été. Surtout, profitez à fond de cette belle nature. Merci. Merci beaucoup.